Pour cette dernière partie, alors c'est sur donc la prévention, la conformité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai repris sur plusieurs années, peut-être sur 15 ans, un peu plus, toutes les pratiques que j'ai estimées comme étant intelligentes chez certains de nos clients, utiles, des pratiques qui font progresser les choses. J'ai essayé de lister les choses, j'ai essayé aussi de faire appel à ma mémoire sur tout ce que je peux vous donner aujourd'hui en matière de bonnes pratiques conformes. Alors, lors d'un contrôle, vous avez donc des obligations. On a parlé obstruction, vous avez l'obligation de donner des éléments, mais vous avez aussi des droits. Arnaud tout à l'heure disait, au moment du contrôle, il n'y a effectivement pas l'ensemble des droits de la défense. Mais j'ai envie de vous dire que vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit d'avoir oublié, vous avez le droit d'être stressé. Je parlais aux directeurs d'agence qui m'ont posé des questions justement sur ça. Vous avez le droit de demander le fondement du contrôle. Tout à l'heure, Fouad nous disait qu'on demande des éléments. Le CNAPS va demander des éléments par rapport à un objectif poursuivi. Demandons quel est l'objectif poursuivi au CNAPS lors d'un contrôle et regardons si les documents qui sont demandés sont conformes par rapport à l'objectif poursuivi. Vous avez le droit de demander des écrits. Lorsque le CNAPS vous appelle, bien, vous pouvez dire « Très bien, vous me tracez cela par écrit ». Vous avez le droit, donc Arnaud en a parlé, d'être assisté par un conseil ou par des juristes au sein de vos sociétés qui sont là en conformité. Évidemment, vous avez le droit de ne pas valider un compte-rendu à chaud si vous n'êtes pas certain des réponses. Si vous êtes en situation de fragilité, si vous êtes déstabilisé, vous avez le droit de l'écrire sur le PV. Que ce que je vous dis, j'en suis pas sûr et ça relève d'une situation à chaud. Je viendrai compléter après les déclarations. Ça, effectivement, on le fait. Donc nous, lorsqu'on est conseil, évidemment que c'est beaucoup plus simple pour nous de le dire ainsi, mais je pense que pour les sociétés qui font des simulations, elles préparent à ce type d'éléments. Il ne s'agit pas une fois de plus de stratagème pour nuire au CNAPS, absolument pas. Il s'agit juste d'une réalité que lorsqu'on est contrôlé, on peut vivre. Vous avez le droit d'accéder au dossier du CNAPS, soit d'en parler parce qu'il y a des choses qui deviennent administratives. Donc par rapport à ce que vous avez dit, il y a un droit d'accès. Vous avez le droit également de demander du temps au CNAPS. Souvent ça, on ne le fait pas, ou on pense que tout va être que le contrôle est borné dans un temps. Oui, peut-être que le contrôle est borné dans un certain temps pour l'administration, mais le temps du contrôle, il n'est pas réglementaire. Il peut durer un jour comme un an. Et là-dessus, vous avez le droit de demander plus de temps, si nécessaire. Même si derrière, vous avez des mecs qui vous rappellent et qui vous mettent la pression. Sur les choses que j'ai donc recensées également, ça c'est ma deuxième partie, donc ça c'était ma première partie sur les droits et les devoirs. Ma deuxième partie, c'est les 5 registres de contrôle interne. Donc j'ai un peu essayé alors, quand je parle de contrôle interne, je parle de ce que vous faites, je ne parle pas des audits, mais je pense qu'on peut tout à fait être conforme dans la sécurité privée sans forcément payer des contrôles externes, des auditeurs. On est bien d'accord, il y a des sociétés dans la salle qui fonctionnent très bien sans personnes externes. Donc j'ai listé celles qui avaient les différentes pratiques. Donc, le premier registre des contrôles internes, c'est celui que vous connaissez tous, c'est les agents, cadre professionnel ou pas cadre professionnel. Les logiciels vous aident, évidemment. Ils font le lien avec le site internet du CNAPS pour savoir si l'agent est toujours titulaire d'une carte professionnelle. Ça, c'est la première partie. Donc, on peut dire que c'est une forme de registre. Les contrôles, donc le registre sur la sous-traitance.
Alors évidemment, si vous avez 50 sous-traitants, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les vérifications dont on parlait et surtout les mises en cohérence des documents avec la réalité sur le terrain. Donc en matière de sous-traitance, 5, 6, 7 dans la pratique. Alors, c'est une pratique, peut-être que certains font mieux, mais moi, ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 5, 6, 7 sous-traitants référencés, ça commence à être compliqué de bien gérer ces registres des sous-traitants. Donc, quand je parle des registres des sous-traitants, pareil, des sociétés aident à les faire, des logiciels très bien. Il y a maintenant cette mise en cohérence sur laquelle il faut encore progresser, mais il y a le recueil de documents et il y a la réalité. Lorsque un donneur d'ordre vous appelle pour vous dire écoute, tous les matins, il y a un nouvel agent et que vous savez que c'est un marché sous-traité, ça doit pousser à un contrôle de ce sous-traitant plus précis. Ensuite, le troisième registre, c'est celui des processus ou des procédures de conformité globale. Donc ça, là-dedans, je mets les autorisations d'exercer des établissements, je mets les assurances, je mets là-dedans tout ce qui va être réglementaire. Donc ça, c'est une checklist. Mais cette checklist, il faut la vérifier tous les quelques temps pour être sûr qu'on est toujours sur la partie réglementaire conforme. Ensuite, il y a en quatrième point la conformité site. Pareil, c'est une forme, selon moi, de registre dans laquelle je vérifie si j'ai des consignes sur le site, si l'exercice matériel des prestations est conforme. Donc là, il y a pareil, des plateformes qui vous aident à faire ces contrôles sur site, à les structurer. Mais j'ai envie de dire, ça peut très bien être fait avec tout à l'heure, Manuel Faure parlait des outils, avec un tableur Excel ou Word, les contrôles sur site. Ensuite, le contrôle des établissements secondaires. De la même manière, si vous choisissez de structurer votre société avec des dirigeants d'établissements secondaires, eh bien, il faut les contrôler. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence pénale aujourd'hui, mais c'est pareil au niveau administratif, sur les nouveautés qu'il y a, c'est qu'un dirigeant principal, disons, déjà, il ne peut pas tout déléguer, soyons très clairs. Celui qui veut être dirigeant et avoir le salaire de dirigeant, mais en disant je suis responsable de rien, ça n'existe pas, sauf dans quelques situations de rêve. Mais il faut savoir que la jurisprudence pénale a rappelé, c'est pas qu'elle a rappelé, c'est quand même créé un cadre très précis de la responsabilité des présidents de société. Si je n'ai pas audité, si je n'ai pas vérifié, si je ne me suis pas assuré que mes délégations de pouvoir fonctionnaient correctement, les salariés titulaires de ces délégations de pouvoir étaient en mesure de prendre des décisions, si je ne me suis pas assuré de ce contrôle, ma délégation de pouvoir tombe. Ça, c'est une partie des nouveautés. Il y a d'autres nouveautés. Je savais, mais en tant que président, j'ai rien fait. Là-dessus, Sylvester, je rebondis sur ce que tu dis. Ah mais non, mais dès lors qu'il a été informé. Informer, ça veut dire quoi ? C'est pas forcément un mail, parce que ce genre de truc, parfois, vous le savez bien en entreprise, on l'évoque pas par mail. Puis on préfère se voir en vrai. Ben oui, sauf quand il y a une poursuite pénale. Quand il y a des auditions CNAPS, même des auditions CNAPS. Et c'est normal, les gens interrogés. Est-ce que vous en aviez parlé à monsieur machin ? Ah bah évidemment, on s'est parlé, je suis même allé le voir dans son bureau. Vous êtes foutu quand vous êtes dirigeant. Et c'est pas une personne qui le dit, c'est 3 ou 4 personnes qui le disent. Donc, je veux bien, mais Pinocchio tourne les bouches quand tu dis que t'étais pas informé, que tu savais pas. Et que d'ailleurs, c'est tellement vrai que t'as pas eu de mail. Quand vous avez des auditions qui le confirment, vous êtes piégé, finalement. Et c'est une réalité. Vous êtes informé, vous êtes responsable. Donc... Et je termine là-dessus, mais peut-être que tu l'évoqueras. C'est l'évolution du droit là-dedans, et c'est l'évolution notamment pour les sociétés qui sont soumises à l'obligation de vigilance. Je vais faire un point précis. Je pense que tu l'évoqueras. Ouais, ça, c'est pareil dans les nouveautés. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent que le Code de sécurité intérieure a créé cette notion de directeur d'un établissement secondaire qui était très embarrassante pour tout le monde, très chiante, on ne savait pas quoi en faire, on râlait partout. Mais en fait, c'est vraiment une chance. Donc, utiliser ce qui est offert par cette possibilité-là d'avoir des personnes formées dans vos établissements secondaires pour tout simplement accroître vos conformités.
Nous, vraiment, c'est le message là-dessus, c'est que c'est une réelle chance et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors oui, ça coûte plus cher parce qu'un dirigeant d'un établissement secondaire est payé un peu plus cher, oui, effectivement. Bon. Dans ce troisième point sur un peu ces registres de contrôle interne, ce qui est important, c'est la traçabilité des décisions. De conformité, évidemment. Ça, alors, certains, c'est pas le même rythme, hein, mais je vais donner un peu une temporalité. Un tableau de bord de conformité mensuelle. Bon, bah ça, c'est une fois par mois. Je peux le faire avec les personnes impliquées. Qu'est-ce que je fais lors de cette réunion? Bah, je regarde les sous-traitants. Je regarde ceux qui sont plus à jour. Je les déréférence. Je leur fais un recommandé. Si je ne trace pas, je n'ai pas de preuve le jour où je suis en difficulté. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je regarde quel est le point sur les sites qui ont été contrôlés. Combien de sites? Combien de conformités? Combien de non-conformités? Je regarde les procédures qui méritent d'être mises à jour. Je regarde aussi les incidents que j'ai corrigés. Et si la correction de ces incidents a permis d'augmenter le niveau de conformité. Les sociétés, de plus en plus, ils indexent les primes des directeurs d'agence ou de certains dirigeants intermédiaires sur le niveau de conformité. Si vous souhaitez augmenter le niveau de vos sociétés, eh bien, il faut peut-être commencer à réfléchir à ce type de mécanismes qui sont devenus dans certaines activités la norme. Les sanctions contre les sous-traitants, donc évidemment, il faut tracer les ruptures des contrats commerciaux, il faut tracer les mises en demeure. Il faut, dans vos contrats commerciaux, souvent, ce qu'on voit au cabinet, c'est un contrat commercial. Alors, un problème arrive, on nous appelle, oulala, le sous-traitant, il n'a plus d'agrément, il n'a plus rien, tout va mal. Sauf qu'en fait, vous avez des clauses de résiliation qui ont été trouvées sur ChatGPT. Avec ces clauses de résiliation, il faut envoyer 3 recommandés, espacés 3 mois. Il faut en plus envoyer un huissier et en plus, il faut le porter au domicile de la personne concernée. Ça ne peut pas fonctionner. En fait, vous ne pouvez pas être réactif. Et en droit commercial, ça conduit à des sérieux problèmes. Si vos clauses de résiliation, en cas de manquement des sous-traitants, c'est pareil pour les donneurs d'ordre. Hein. Pareil, j'ai vu des dossiers chez des donneurs d'ordre où pour se défaire d'une relation commerciale, il fallait 3 mois. Mais les sociétés n'avaient plus d'autorisation de fonctionner. Hein. Donc, risque pénal qui remonte chez le donneur d'ordre. Sanctions contre les salariés ou les dirigeants, qu'ils soient d'établissements secondaires ou qu'ils soient dirigeants intermédiaires ou qu'ils soient directeurs. Si on vient m'expliquer que la faute, c'est un tel qui l'a fait, mais que dans mon dossier, j'ai aucune sanction, on a zéro crédibilité devant le CNAPS. Vous tracez des avertissements. Ensuite, les plaintes pénales, si nécessaire. Pareil, énorme dossier. S'il n'y a pas de plainte pénale, est-ce qu'à un moment donné, on peut être crédible vis-à-vis de l'administration? Oui, j'ajoute, évidemment, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Sylvester parle de... on doit être crédible dans une défense. Je refuse, en tant que cabinet d'avocat, de raconter des carabistouilles qu'on ni queue ni tête devant des gens, au risque de se trouver complètement idiots en CD ou devant un tribunal administratif. Par exemple, un salarié, je le sanctionne. Sylvester, tu as parlé d'avertissement, mais je le sanctionne, je le licencie. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon intervention. Et puis après, en fait, je veux pas avoir de problème parce que, en fait, il était pas très bon, mais il connaît plein de trucs, donc je vais transiger avec lui. Et je fais une transaction. Un peu de sérieux. Enfin, si j'ai transigé avec lui, je peux plus le mettre en cause. Donc, soit il est conforme à la réglementation, soit il n'est pas conforme. On ne fait pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, parce que sinon on est ridicule devant le CNAPS et devant une juridiction administrative. Donc, il faut bien se positionner au bon moment en se positionnant en disant, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Comment je fonctionne sur le plan du droit du travail? Et comment je gère en interne? Je me permets de faire aussi le maître du temps parce qu'on a dépassé l'heure. Ok, pardon. Alors, il reste... On ne fera pas la conclusion, midi 19. On ne fera pas la conclusion. Mais sur les plaintes pénales, on me dit souvent, mais je vais porter plainte, ça va être la catastrophe, je vais envenimer le dossier.
Tout à l'heure, Arnaud, ou je ne sais plus, oui, Arnaud disait que le CNAPS quasi systématiquement dans certains dossiers transmet au procureur. Donc en réalité, vous n'allez rien envenimer du tout. La seule chose, c'est que vous allez essayer d'améliorer votre situation parce que de toute façon, vous serez entendu suite au signalement du CNAPS. Et c'est le jour où vous irez au commissariat qu'on vous posera la question, mais si c'est aussi grave ce que vous m'indiquez, pourquoi il n'y a que le CNAPS qui a porté plainte et pas vous une fois que vous l'avez su ? Ou qui a porté sur un article 40. Enfin, alors je dis pas qu'il faut instrumentaliser pénalement les choses, mais s'il y a des infractions pénales, n'ayez pas peur d'aller porter plainte pénalement, avec une plainte qui tienne la route, hein, et des pièces à l'appui de ça. Mais non, de toute façon, ça sera porté par l'article 40, par les institutions administratives ou autres. Ensuite, quatrième point très rapide, je ne peux pas tout dire, mais sur quelques points d'attention un peu à la mode, côté CNAPS, durée du travail, planning. Les durées du travail, forcément, le CNAPS contrôle aussi la réglementation sociale. N'oubliez pas, en termes de durée du travail, vous avez dépassé. Chaque dépassement, c'est une sanction pénale aussi. Hein. Mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité, en amont, de vous rapprocher de votre inspecteur du travail. On n'entretient pas forcément les meilleurs liens avec les inspecteurs du travail, mais vous avez la possibilité, c'est prévu. Vous pouvez demander des dérogations à certaines durées du travail. Vous pouvez même régulariser post-dépassement de la durée du travail certaines situations. Donc on ne va pas faire un colloque complet là-dessus, on l'a fait il y a quelques temps. Donc pour les absents, tant pis, ils iront prendre le rattrapage. Sur les sujets à la mode, Arnaud, il évoquait télésurveillance, vidéoprotection. Quelle est la limite ? Quel est le cadre ? Je télésurveille ou je vidéoprotecte ? Très très important. Il y a donc une volonté claire, hein, mais c'est pas forcément le CNAPS, hein, c'est assez global aujourd'hui de clarifier ces régimes, et effectivement on est plus souvent sur de la vidéoprotection que de la télésurveillance quand on analyse bien en détail les choses. À ce jour, c'est un sable mouvant. Hein. Oui. Cinquième et dernier point, on sera dans le timing. La directive sur le droit de vigilance. Vous me direz, vous me parlez de quelque chose qui concerne des groupes multinationaux de 5000 salariés. Pas du tout. De quoi on parle ? Donc la France dispose d'un cadre avancé sur le droit du devoir de vigilance. Donc le devoir de vigilance, en France, le cadre date de 2017. L'idée, c'est de rendre les entreprises plus responsables. Donc en durabilité, environnement. Et là où c'est important pour nous, c'est... Gouvernance. Et là où c'est important pour nous en matière de sécurité privée, c'est qu'il s'agit aussi en matière de droits humains. Et dans les droits humains, on a comme sujet dans la sécurité privée, évidemment, le travail illégal. Parce qu'à partir du moment donné où on va sur le travail illégal, on va toucher à cette notion, donc on va rentrer dans cette notion de droit de vigilance. Aujourd'hui, la loi de 2017, le droit de vigilance, c'est les sociétés de 5000 salariés, c'est ça, Anne ? Oui, qui ont au moins des activités dans 2 pays de l'Union européenne. Donc, je sais que dans cet amphi, il y a certaines entreprises qui sont concernées, d'autres pas du tout. Néanmoins, il y a une évolution. Enfin, je pense que tu vas l'évoquer. Oui, je vais l'évoquer parce que donc l'Union européenne souhaite donc rendre plus responsables les entreprises. Donc le mouvement européen va vers une responsabilisation croissante des donneurs d'ordre, et là où c'est nouveau, des chaînes de sous-traitance. Donc à partir de 2017, il y aura un devoir de vigilance qui va se renforcer. 2018, il va monter pareil en puissance. Les seuils... 2028. Les seuils vont à chaque fois diminuer sur le nombre de salariés. Mais surtout, la nouveauté que je vous disais, c'est le processus de création de la valeur. Dans le processus de création de la valeur, évidemment que les entreprises de sécurité privée interviennent. Donc tôt ou tard, si ce n'est pas encore arrivé, vous allez, même si vous êtes 1000 salariés au sein de votre société, vous allez avoir des donneurs d'ordre qui vont vous dire « mais devoir de vigilance, nous on doit l'appliquer parce qu'on est plus de 5000, mais vous alors comment ça se passe ?» Question à anticiper urgemment. Et j'attire votre attention sur le fait que dans ces dispositifs législatifs, qui sont à ce jour peu connus, ou en tout cas peu usités, vous avez la même chose que
Wasserman et Sapin, je parle de Charabia. Wasserman et Sapin, c'est le devoir d'alerte, de l'alerte. Vous avez une procédure d'alerte dans le devoir de vigilance. Alors, on nous dit distinct, pas distinct, c'est un autre sujet, c'est pas de la sécurité privée, mais c'est un sujet passionnant. Néanmoins, toutes les entreprises vont être, à un moment, là, dans les quelques années, concernées par cette chaîne de valeur et la valeur ajoutée dont parlait Sylvestre. Donc évidemment, lorsqu'on va postuler pour un marché, ça sera des critères importants. La logique de cette directive, la France devra l'adapter en droit national le 26 juillet 2027. La logique, c'est une intégration du devoir de vigilance dans la gouvernance des entreprises, des évaluations régulières, des mécanismes correctifs et un suivi documenté. On en parlait. Atteinte aux droits humains, environnement, etc. Dès qu'on intervient dans cette chaîne de valeur, eh bien, on va être concerné par cette directive. Donc les sous-traitants, les partenaires commerciaux, les relations indirectes, les chaînes d'approvisionnement. Et elles sont très très complexes à cartographier. Aujourd'hui, il y a donc beaucoup de sociétés qui ont déjà lancé des chantiers, ne serait-ce pour comprendre ces chaînes de création de valeur et savoir où elles interviennent et à quel niveau. Ce qui est anticipé, attention, c'est de l'anticipation, c'est que la France, donc, elle va devoir transposer, évidemment. Il y aura une précision sur les obligations de contrôle. Il faudra renforcer les contrats commerciaux et il faudra développer des audits fournisseurs. Voilà à peu près ce qui est anticipé par rapport au cadre français à ce stade, comme amélioration, au-delà des seuils qui vont diminuer d'effectifs, etc. Écoutez, j'en ai conclu. Anne, le mot de la fin. Le mot de la fin, on est toujours pris par le temps. C'est toujours, j'ai le sentiment d'être toujours un peu frustrée parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu évoquer devant vous. En tout cas, je vous remercie en particulier. Je n'en veux pas à ceux qui nous écoutent à distance, mais je remercie particulièrement les gens qui se sont déplacés. Et je regrette que vous n'ayez peut-être pas eu le temps de poser toutes les questions. Il me semble qu'on a essayé de brosser sur le contrôle CNAPS les points saillants et qu'on a essayé de rester sur une ligne de crête globale. Et évidemment, il y a toujours des sujets précis. Je remercie en fait tous les intervenants aussi parce que ça nous a permis d'avoir des éclairages important. Et puis, vous êtes attendu juste après pour qu'on passe un quart d'heure, ou je ne sais plus, j'ai plus le programme en tête, Sylvester, mais on vous attend pour échanger éventuellement si vous aviez des questions particulières. Je remercie ceux qui nous ont suivis en ligne, donc une centaine de personnes. Merci à tous. Ça montre bien que ces colloques juridiques sont extrêmement suivis de plus en plus et qui sont plus qu'utiles, bien que certains ne comprenaient pas vraiment pourquoi on faisait des colloques juridiques, parce que tout était clair. Visiblement pas aussi clair que ça. Voilà, merci à tous. Merci. Au revoir.